On a eu à voir cette semaine, du côté de l'Europe, une déferlante de mouvements des Européens, mis à part, je dirais, le sommet européen sur l'Ukraine, qui s'était tenu du côté de Londres, organisé par Keir Starmer, qui est le Premier ministre anglais, on va dire comme ça, britannique. Cette semaine, du côté de Bruxelles, il y a eu également un autre sommet, cette fois-ci, qui appelle à une défense de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Et justement, Emmanuel Macron, récemment, dans un échange avec le président russe Vladimir Poutine, a souligné que l'Europe devrait se positionner, puisqu'il y a la menace russe qui est là, une menace pour l'Europe, éventuellement de la France. Comment est-ce que vous avez analysé ces différents éléments qui, bien sûr, sont la conséquence depuis un temps d'un rapprochement de vues entre les présidents américains et russes? Oui, je pense que d'un point de vue... Vous avez 10 minutes pour en départ. Spécifiquement, n'est-ce pas, stratégique, on pourrait dire que ce sont de très bonnes guerres. Ce sont de très bonnes guerres parce qu'on voit que l'Europe est en train de se mobiliser face à un ennemi redoutable qu'elle a identifié depuis, n'est-ce pas, son processus historique dans les relations internationales. Vous savez que le camp européen, qui est généralement porté par l'idéologie capitaliste, ne voit pas d'un bon œil, n'est-ce pas, ce que la Russie, qui est aujourd'hui héritière de l'ex-URSS historique, joue sur le plan international. Donc, d'entrée de jeu, on peut dire que c'est de très bonnes guerres. Elle est en train de se mobiliser pour essayer de résister à cette menace russe. Mais ce qui est un peu spectaculaire, c'est quoi? C'est que en réalité, on voit comment tout un continent européen, on voit comment toute une mégalopole de pays, d'États se mettent ensemble face à une seule nation, la Russie. On n'arrive pas quand même à comprendre parce que c'est un peu curieux de voir aujourd'hui sur le plan international comment une seule puissance arrive à neutraliser tout un continent européen, à neutraliser toute une alliance. C'est un peu ça qui fait un peu la spectacularisation de cette affaire parce que il faut dire que derrière la guerre russo-ukrainienne, c'est une guerre, n'est-ce pas, interposée, n'est-ce pas, où la Russie, n'est-ce pas, combat non pas avec l'Ukraine de manière directe, mais avec les auteurs ou les acteurs européens. Donc moi je pense qu'avec l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis pour son second mandat, il y a eu une sorte, n'est-ce pas, de reconfiguration des rapports de force dans un contexte où Donald Trump entend, n'est-ce pas, ne plus laisser l'intérêt des États-Unis se dilapider n'importe comment sur le plan international. Avec son slogan de America First, la politique, n'est-ce pas, étrangère des États-Unis. Donc, on voit donc qu'avec cette défractation des pôles de centralité qui a fait en sorte que l'allié principal de cette Europe qui faisait sa puissance, qui faisait son pouvoir, j'ai envie de dire sa force physique et même idéologique, a décidé, n'est-ce pas, de ne plus voir cette guerre ukrainienne de la même façon que l'Europe, et par conséquent a décidé de se retirer et de claquer cette alliance dans un certain nombre de domaines. Vous savez que la sortie de cette alliance ne s'est pas seulement résumée au niveau de la guerre ukrainienne, il y a également eu la sortie des États-Unis au niveau des grandes instances internationales, telles que l'OMS par exemple, et telles que l'OTAN. Donc à partir de ce moment-là, je pense que l'Europe est dans une situation, n'est-ce pas, inconfortable. Aujourd'hui, elle est dans une situation où elle se voit, n'est-ce pas, envahie par cet ennemi historique qui est la Russie. Donc moi je pense qu'en se mobilisant, en se mettant ensemble, c'est dans l'optique de trouver des solutions pour essayer, n'est-ce pas, d'empêcher cette menace russe qui est de plus en plus, n'est-ce pas, présente au sein de leurs frontières. Mais je pense que c'est quelque chose qui est en train de se retourner contre eux ou contre elle, parlant de l'Europe, parce que lorsqu'on sait les causes épicentriques de cette crise russo-ukrainienne aujourd'hui, on advient à la conclusion, selon à l'évidence, que c'est cette Europe qui n'a pas voulu la paix dans la dynamique du temps long, telle que voulue,
n'est-ce pas, par les accords qui avaient été signés après la guerre froide en 1990-1991. Donc aujourd'hui, cette Europe-là est en train, n'est-ce pas, de se voir brûler avec le feu qu'elle-même elle a allumé. Et je pense qu'elle n'aura que des leçons à tirer. Elle est en quelque sorte victime de ses propres turpitudes, pour ne pas dire soumise à ses propres errements. Donc, en réalité, d'entrée de jeu, comme on n'a pas assez de temps pour nous déployer dans l'argumentation, je sortirai en disant que l'Europe est dans une situation d'indélicatesse aujourd'hui, d'inconfortabilité. Elle est en train de chercher les moyens pour essayer de résister à la Russie. Mais alors, est-ce qu'elle pourra? Je pense non. Compte tenu, n'est-ce pas, des rapports de force sur le terrain, compte tenu de la puissance américaine et compte tenu de ce qu'on appelle un système politique comparé, la convergence idéologique qui est en train de se croiser aujourd'hui entre Donald Trump et Vladimir Poutine concernant cette crise. Donc, c'est un ingrédient de plus qui viendra une fois de plus ajouter à la puissance de la Russie sur le terrain et qui va faire en sorte que les États européens ne pourront pas ou alors ne peuvent plus espérer gagner cette guerre. Donc, ce qu'elle est en train de faire là aujourd'hui à travers les sommets, et vous savez que en Allemagne, l'Allemagne n'est pas d'accord avec ce qui se passe en Europe. Et en Allemagne, il y a un nouveau chancelier qui est en train d'arriver à la tête de l'Allemagne avec les élections législatives qui se sont tenues de ce côté-là. Donc, ça fait de telle sorte que l'Europe elle-même ne parle pas avec unanimité et univocité sur cette question. L'Europe elle-même est totalement divisée. Et vous savez qu'en Europe, lorsque le peuple n'arrive plus à se sentir protégé, lorsque le peuple, n'est-ce pas, ressent les conséquences néfastes d'une guerre ou alors d'une zone d'influence dans leur territoire, ça se sanctionne directement au niveau des élections. Donc, comme ça a commencé en Allemagne, ça risque de se répercuter dans les autres États européens, même en Grande-Bretagne. Vous savez que là-bas, les premiers ministres ne font plus de 2 mandats depuis David Cameron. Donc, en réalité, l'Europe traverse aujourd'hui une situation très dangereuse où elle risque de s'affaisser de manière, n'est-ce pas, infinitésimale sur le plan international. L'Europe en tant que puissance, vous savez que lorsqu'on parle de puissance sur le plan international, l'Europe est généralement classée parmi la 3e puissance en termes de produit intérieur brut, justement parce qu'on la conçoit comme étant une entité, n'est-ce pas, d'ensemble. Donc, à partir, n'est-ce pas, de cette crise russo-ukrainienne, on risque d'avoir des conséquences qui pourront aller jusqu'à, n'est-ce pas, affaisser la puissance européenne sur le plan international et comme sur le plan économique. Donc, moi, je pense que nous sommes en train de vivre aujourd'hui un contexte tellement délicat. Nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, un tournant historique qui risque, n'est-ce pas, de construire un nouveau monde sans l'Europe, ou du moins sans la puissance européenne, comme elle a toujours agi sur le plan international. Parce que non seulement elle vient de perdre, n'est-ce pas, un allié très important, mais qui peut revenir à tout moment parce que Donald Trump, il faut le dire, c'est quelqu'un d'imprévisible. Il agit en fonction des circonstances et des intérêts, mais qui risque aussi de faire en sorte que sur la scène internationale, qu'on ait la montée en puissance des nouvelles puissances qui pourront cette fois-ci dire leur mot sur le plan international. Et je sortirai en disant que tout ce que nous vivons là aujourd'hui, n'est-ce pas, a aussi pour fondamentale conséquence l'avènement, n'est-ce pas, d'un nouvel ordre mondial qui est en train de se peaufiner aujourd'hui. C'est irréversible. Lorsqu'on voit comment les alliances se nouent et se dénouent, se font et se défont sur le plan international, on voit bel et bien que quel que soit le bord, n'est-ce pas, sur lequel on se trouve aujourd'hui, l'éruption, n'est-ce pas, de la multipolarité est la seule chose qui pourra, n'est-ce pas, permettre à ce que le monde se maintienne dans une sorte de quiétude. Donc, après la bipolarité lors des 2 blocs, URSS et le bloc de l'Ouest, à travers la guerre froide, et l'unilatéralisme qui avait été porté après la chute de l'URSS, aujourd'hui, le monde n'a plus que besoin de la multipolarité, où il n'y aura plus seulement une seule puissance dictatrice du monde, mais plusieurs puissances qui vont travailler pour que
les États ne soient plus, n'est-ce pas, en train de subir la dictature d'une seule puissance ou alors d'un groupe de puissances, mais que les États puissent agir sur le plan international conformément à leurs intérêts et conformément au principe cardinal des relations internationales qu'on appelle le principe de la souveraineté des États. Il n'y a pas d'État supérieur sur le plan international, encore moins un État inférieur. Les États se valent en tant que tels, en dépit de leurs divergences et de leurs différences sur le plan géographique et sur le plan économique. Le principe fondamental des relations internationales, c'est que vous agissez sur le plan international, vous interagissez parce que, au finish, aucun État, fût-il puissant, ne peut pas vivre en autarcie. Donc, même comme Donald Trump prêche chaque fois que l'Amérique doit s'isoler à travers sa politique de l'isolationnisme, en réalité, c'est quelque chose qui ne peut pas appliquer in literam, c'est-à-dire à la lettre. On voit que Donald Trump n'est pas seulement réservé aux États-Unis. Il est presque partout. La preuve, la problématique russo-ukrainienne, c'est une problématique internationale. On vient de voir récemment comment il est en train d'agir sur la problématique de l'apartheid en Afrique du Sud avec, n'est-ce pas, ce problème des Blancs, où Donald Trump est en train de se positionner comme le défenseur des Blancs en Afrique du Sud, dans un contexte où on a cru que l'apartheid était quelque chose, n'est-ce pas, d'enterré. Donc, en réalité, la politique d'isolationnisme est un élément, est un phénomène qui, en réalité, ne peut pas s'acter de manière opérationnelle. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde marqué par la mondialisation. De plus en plus, on parle d'un village planétaire. Donc, il est très difficile avec les nouveaux outils de l'information et de la communication que nous avons aujourd'hui, en vertu des intérêts des uns et des autres qui se croisent et s'entrecroisent, qui s'interdétiennent, qu'un pays, une puissance, fût-elle aussi puissante comme son nom l'indique, puisse vivre en autarcie. Donc l'Europe est en train de chercher sa survie. Sa survie dans un contexte où la Russie atténue. La Russie est en train d'amener l'opium sur le terrain et la Russie est en train, n'est-ce pas, d'orienter l'issue de la guerre qui est la négociation. Conformément à ce que je vous ai toujours dit, l'issue de la guerre qui se passe à travers trois lettres, dénégation, confrontation, négociation. On a vécu la dénégation, la confrontation et aujourd'hui nous sommes en train de vivre l'issue de la négociation. C'est cette issue-là que l'Europe est en train de vouloir empêcher. Mais hélas, il se fait tard parce que sur le terrain, le rapport de force leur est défavorable et malheureusement, il se trouve que c'est la Russie en collaboration avec ses nouveaux partenaires tels que les États-Unis qui vont fixer les clauses, n'est-ce pas, de la négociation sur la table. Voilà.